Donc, troisième intervention à cette petite leçon sur la ville haussmannienne. Et avec vous, nous allons voir, nous allons nous rapprocher, hein, le focus est quand même voilà, sur l'îlot parisien et sur ce qu'il y a derrière la façade. C'est ça. La ville de Paris nous a demandé de travailler sur une étude préopérationnelle, c'est-à-dire une étude dont les conclusions devaient permettre de déterminer et de cadrer un dispositif d'intervention sur l'habitat privé, avec comme particularité les thématiques économie d'énergie et développement durable. Sur les économies d'énergie, on est maintenant un peu rodé, c'est pas tout à fait nouveau. Par contre, l'approche développement durable et comment prendre en compte le développement durable dans l'habitat privé, là, était nouveau. Donc, juste le secteur, il était réparti de façon assez équitable entre le 10e arrondissement au nord-est de la place de la République, le 11e à l'est, et puis le 3e arrondissement au sud. Des parties seulement, avec en tout à peu près 600 immeubles d'habitat privé sur ce secteur. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement? On va pas revenir sur les économies d'énergie qui sont assez connues et pas le sujet là. Qu'est-ce que c'est que le développement durable dans l'habitat privé? En tout cas, quelle a été l'approche? Ça a été de se questionner d'une part sur la gestion des déchets, ce qui veut dire est-ce que on peut bénéficier du tri sélectif, d'une part, est-ce qu'on a la place, les containers suffisants, ou est-ce qu'on les entrepose, est-ce qu'on a des locaux, est-ce qu'on a des cours, si on a des cours, est-ce que c'est à l'air libre, est-ce qu'ils sont cachés, est-ce qu'on peut nettoyer ces locaux, etc. Et est-ce qu'on a aussi l'opportunité d'aller plus loin et de faire du compost? Est-ce que on a les moyens de le faire? Est-ce que c'est utile de le faire? C'est-à-dire qu'on fait pas, si on n'a pas de plantation, par exemple, on ne voit pas pourquoi on ferait du compost. La deuxième thématique était les transports doux. Voilà, il y a plein d'endroits où il y a des vélos qui sont stockés. Est-ce qu'on peut améliorer ce stockage? Est-ce qu'il y en a besoin? Sur quelle ratio on part par rapport au nombre d'habitants d'un immeuble, par exemple? Comment on aménage ces espaces? Ou comment on peut les trouver s'ils n'existent pas? Alors, ça a été beaucoup sur le vélo. Ça peut intégrer aussi, effectivement, les poussettes, par exemple, quand on peut avoir, pour le coup, des locaux fermés, parce que ça dort mal dehors, les poussettes. La troisième question a été celle de la gestion de l'eau. Alors, d'une part, est-ce que c'est opportun? Est-ce qu'on a les moyens de récupérer l'eau de pluie? Pourquoi faire? Est-ce que son utilisation serait limitée au nettoyage des parties communes? Ou est-ce qu'on a des plantes à arroser? Et si oui, comment on s'en sert? Est-ce qu'on maîtrise l'arrosage? Est-ce qu'on le règle, etc. Et d'autre part, on est dans un territoire, on le verra, très minéral. Est-ce qu'on a la possibilité de réinfiltrer les sols, de les rendre perméables? Est-ce que c'est possible, opportun, et possible notamment au regard d'un certain nombre de contraintes qui sont celles qui sont liées au bâti? Est-ce qu'on a des caves ou des parkings dessous qui ne permettent pas la perméabilisation? Ou est-ce que le terrain lui-même ne le permet pas? Il y a des secteurs qui sont plus ou moins à risque. On pense notamment aux poches de gypse qui sont assez fréquentes d'ailleurs dans le secteur qu'on a étudié. La quatrième approche était la végétalisation, qui est, on va le découvrir avec quelques exemples, finalement la façon la plus facile et la plus courante dont les habitants s'approprient les espaces. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette végétalisation? À quel prix? À quel coût? C'est une idée assez séduisante, à la fois pour un aspect esthétique, mais aussi pour les qualités des plantes de rafraîchissement de l'atmosphère, de dépollution. Bon, mais effectivement, avec quelles contraintes et à quel prix, sachant que, par exemple, un grand mur végétalisé va nécessiter des grands échafaudages pour être entretenu, etc. Tout ça a un coût. Tout ça a un coût, exactement. Et que voilà, l'idée, en voulant réfléchir à un potentiel, n'était pas de partir sur un absolu de absolument tout ce qu'on pouvait faire, puisqu'on a calculé après en surface végétalisée, etc. C'était pas d'aller vraiment au bout des choses, mais plutôt d'envisager des choses qui soient gérables et qui soient vraiment dont les gens puissent s'approprier et gérer facilement. Il ne s'agit pas d'imaginer des choses très compliquées.
Voilà, et on peut aller plus loin dans la végétalisation, on parlera avec quelques exemples. Et enfin, la dernière approche était la gestion du partage. Est-ce qu'on a moyen de créer des espaces de partage pour que les gens se rencontrent, prennent le temps, discutent, échangent, etc. Vous nous dites le rapport avec Haussmann quand même? Alors oui, ça vient tout de suite avec cette diapo-là. Avec cette diapo-là. Alors, dans le cadre de cette étude, on a travaillé à partir de données d'ailleurs fournies par l'APUR, d'abord sur une typologie des bâtiments. C'était absolument nécessaire pour la question des améliorations thermiques. Et on s'était posé la question d'une relation de la typologie bâtie avec la surface des cours et de leur potentiel. Les conclusions n'étaient pas évidentes, mais on a donc réalisé cette carte. Et vous voyez en jaune le bâti haussmannien. Donc on est sur un secteur qui est assez dominé, en tout cas bien marqué par le bâti haussmannien, puisqu'on est à peu près à 40% du bâti qui date de cette époque et qui correspond donc à ces qualités et contraintes constructives. Quand on fait une sorte de négatif et qu'on fait ressortir les espaces non construits à l'intérieur du bâti privé, on ne parle pas des voiries, donc ce sont les taches rouge foncé que vous voyez. Alors d'abord, on voit qu'on est sur un territoire qui est effectivement densément construit, comme partout dans Paris. Et également que si on fait des zooms sur vraiment des îlots ou des têtes d'îlots qui sont 100% haussmanniennes, non seulement les surfaces non construites sont pas importantes, mais en plus, elles sont le fruit en fait de plusieurs cours. Vous voyez bien, notamment dans l'exemple qui est à droite, que le plus grand espace que l'on voit est en fait 4 espaces. Il correspond à 4 cours d'immeubles qui sont chacune fermées, donc avec des murs. Et qu'on a donc là 4 petits espaces. Et donc le rapport, c'est que on va voir que pour arriver à faire profiter et à intégrer les objectifs de développement durable dans l'habitat privé, lorsqu'on est dans du bâti haussmannien, on est très contraint. Et que même si des améliorations, entre guillemets, sont possibles, notamment avec l'utilisation des cours telles qu'elles sont, on reste de toute façon très contraint et que d'autres idées peuvent être élaborées, notamment celle de la mutualisation sur laquelle on va arriver juste après. Juste après, quelques exemples, puisque quand même, lors de cette étude, on a eu pour mission d'aller voir tous les bâtiments, tant que c'était possible, et toutes les cours. Donc, on a découvert beaucoup de choses auxquels on ne s'attendait pas en termes d'appropriation et d'usage de ces espaces par leurs occupants. Alors, juste 2 exemples assez rapides sur la gestion justement des déchets. On est là dans des immeubles où il y a des cours d'immeubles où il y a de la place, mais où les propriétaires ont aménagé à relativement moindre coût, quelque chose qui permet d'isoler le stockage des déchets du passage des piétons, et puis avec un côté, on essayait d'embellir en plus la chose. C'est un peu paysager. C'est un peu paysager, exactement. Ça commence sur le stockage des vélos aussi, avec des aménagements simples, notamment celui de gauche, c'est ce qu'on peut trouver peut-être de plus simple dans la cour, il faut avoir l'espace, mais on a là quelque chose qui nous permet non seulement de ranger correctement les vélos, mais de les attacher, de ne pas se les faire voler. Et puis quelque chose d'un peu plus élaboré, mais qui est aussi relativement simple et pas très coûteux, avec un auvent. Alors, on ne va pas parler de la gestion d'eau parce que des récupérations d'eau, on n'en a pas trouvé. On va un peu en parler à travers les plantes. La façon la plus courante dont les personnes s'approprient ces espaces non construits que sont les cours, c'est d'installer des plantes en pot. Et c'est très fréquent. On a eu beaucoup d'exemples comme celui-ci, presque de forêts de pots, pour créer cette ambiance de jardin. Alors, on n'est pas forcément sur du bâti haussmannien. À chaque fois qu'on vous montre des exemples, c'était surtout pour le plaisir des yeux. On a là des personnes qui sont allées un peu plus loin en récupérant, en re-rendant perméable le sol et en créant un espace de pleine terre où là, parce qu'aussi on a l'espace, on a des arbres qui peuvent se développer. Alors 2 questions quand même. Il faut l'accord de la copropriété pour ça? Bien sûr. Et l'accord de la ville?
Non, là, on est sur de l'espace privé. Il n'y a D'accord. pas besoin de l'accord de la D'accord. ville. Il faut vérifier. Alors, ça se fait avec un paysagiste, hein, ce genre de projet. Il faut vérifier que le projet est compatible, notamment avec la nature du sous-sol. D'accord. Là, on va encore un petit peu plus loin. On est là dans le 3e arrondissement. On ne voit pas très bien le bâti qui est caché. On est sur un mélange de ce qui ne se voit pas, de bâtis assez anciens qui datent d'avant Haussmann, et puis de bâtis très modernes complètement cachés par le lierre, où là on arrive à des surfaces végétalisées qui sont extrêmement importantes et assez originales pour le secteur. Et enfin, un jardin, pour le coup, là, très élaboré, avec différentes strates. Ça devient intéressant d'un point de vue de la biodiversité, puisqu'on a à peu près, on a même toutes les strates de plantation, et puis également des espaces de pleine terre qui nous permettent les infiltrations. Alors tout ça pour vous montrer, on avait un petit... Manifestement, on n'est pas chez Monsieur Tout-le-Monde, là, quand même. On est quand même dans un espace privé, dans une copropriété privée. On n'est pas dans un jardin public. D'accord. Bon, c'est exceptionnel, on est tout à fait... Voilà. On est d'accord. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, mais ça existe et c'est surprenant parce qu'on ne s'attend pas à pousser une porte, à tomber sur ce type de jardin. On a pu aussi rencontrer ce petit exemple bucolique d'un espace partagé. On est dans la cour d'une copropriété, c'est absolument pas privatif, mais à destination de tous les copropriétaires. Donc tout ça pour vous montrer qu'effectivement, il y a des choses chouettes, mais qui nécessitent quand même de l'espace pour pouvoir être réalisées, et que le bâti haussmannien, quand on repense aux images parcellaires qu'on a vues tout à l'heure de la surface de la cour haussmannienne, permettent pas d'envisager dans la configuration actuelle le développement de ce type de projet. Et c'est pour ça que l'idée de la mutualisation est assez intéressante pour ce type de configuration. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on l'a un peu travaillé, en se basant aussi sur... alors, pas des exemples en France qui sont difficiles à trouver, ça se fait pas encore beaucoup, mais par contre, il y a des pays qui sont bien plus en avance que nous sur ce sujet, et notamment en Allemagne. Donc, on va voir 2 exemples en Allemagne de projets qui ont été réalisés. Le premier, c'est un projet à Berlin, c'est pas le quartier, c'est l'arrondissement de Pankow, où là, 2 copropriétés se sont mises d'accord, ont travaillé ensemble avec l'aide d'une paysagiste pour réunir leur jardin et partager un certain nombre de choses. Donc là, les 2 cours ont été réunis. Un projet donc, de paysagiste a été fait, et ils ont créé donc ici un espace de partage, hein, ça représente table et chaise, un espace de jeu avec une balançoire pour les enfants. Ils partagent et gèrent ensemble le stockage des déchets. Il y a un espace de stockage vélo aussi, etc. Et tout ça on va voir une petite illustration. Voilà, dans un projet où ils ont en tout cas mixer la végétalisation, l'apport de plantes, et puis tout en gardant quand même une partie minérale, mais pas complètement imperméable, en utilisant des pierres. Et puis ils ont joué sur les niveaux. On aperçoit un tout petit peu sur la droite de la photo un petit muret. Voilà, en créant différents espaces grâce aussi à différentes hauteurs. Donc ces 2 copropriétés-là, qui avaient quand même l'avantage d'être gérées par le même syndic. Donc avoir quelque part déjà un lien. Et un accord préalable. Voilà, on travaillait, on réussit à mettre en place ce projet. Là, les illustrations sont issues d'une brochure éditée par la ville de Berlin sur le programme Sans cours. Enfin, ça se traduit, c'est pas très joli, mais le programme Sans cours à Berlin. Voilà, qui est destiné à montrer le possible et inciter les gens à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire chez eux. On va voir aussi un deuxième exemple à Leipzig, cette fois, dans le quartier de Stöteritz. Là, on a 3 immeubles qui ont travaillé ensemble sur la mutualisation de leurs espaces et de leurs services. C'est un projet qui est issu d'un petit ouvrage de sensibilisation qui s'appelle Rénovation urbaine douce, voilà, édité par la ville de Leipzig, là aussi.
et qui destiné à sensibiliser les personnes. Donc on voit là, on a donc 3 immeubles qui avaient des cours de taille différentes, de 70 à 200 mètres carrés selon les immeubles. On n'a pas vu tout à l'heure, ça représentait à peu près 400 mètres carrés tout à l'heure le premier exemple. Et là, on a à nouveau création de différents espaces de partage. Voilà, là et là. On a différents espaces de jeu. On a même des espaces ici pour faire sécher le linge. Partage des locaux, mais aussi des frais, effectivement, qui sont liés à l'entretien de la végétation, à l'utilisation de l'eau, au stockage des vélos, etc. Donc tout ça est mutualisé. Et vous voyez, on partait là de quelque chose de très, très minéral. C'était vraiment des cours, absolument pas des jardins. Ce sont les 2 photos de gauche, pour aboutir ensuite à un vrai jardin partagé avec à nouveau des plantes, des cheminements, différentes strates et différents services. Dernière image peut-être, non, parce que je vais passer la parole à tout à fait, c'est son tour. C'est son tour. Oui, alors on va revenir, si on peut passer à l'image. Dites-nous en un mot si ce sont des cas qui sont transportables à Paris. On revient à Paris. Alors voilà, nous sommes en copropriété. Monsieur Bernard Landau, tout à l'heure, nous évoquait les immeubles haussmanniens qui étaient des propriétaires uniques. Nous voilà en copropriété. Eh bien, nous, on complique un peu plus. On en met 2. Donc, pourquoi ? Pour les raisons que Laetitia, tu viens de présenter, qui sont que dans des petits espaces, là, ce sont des petites cours. Ces cours-là font environ, là, il y en a une qui fait une 40aine de mètres carrés, et la seconde, la plus grande, doit faire 80. Prise individuellement, on n'a pas vraiment le loisir d'aménager de ce volet développement durable qui comporte donc, on a dit, les transports, les déchets, la végétation, la récupération d'eau, etc. Et finalement, si on veut envisager donc cette évolution, être efficace, voilà, et envisager quelque chose de plus ample et donc plus de possibilités, eh bien, il y aurait l'éventualité donc de réunir ces 2 cours. En les réunissant, donc, on peut passer à l'autre, oui, si on veut. Voilà. Une fois de plus, je reviens à ce que disait M. Landau tout à l'heure, parce qu'il nous parlait des rez-de-chaussée commerciaux qui étaient très adaptables à la ville d'aujourd'hui, etc. Si on s'amusait à faire le tour de tous les espaces qui composent ces immeubles, je ne vais pas le faire là parce que l'objet, on va s'occuper des cours, mais on va quand même évoquer juste les rez-de-chaussée. Regardez, là, on a 2 petits immeubles jumeaux. On a les 2 commerces qui donnent côté rue. Si je suis côté rue, on a 2 porches d'entrée. Ils sont symétriques jusqu'à un certain point. Et on a les 2 loges de gardiens. Là, c'est pour la partie porche. Et puis, évidemment, il y a les halls d'entrée pour accéder aux étages. On passe dans les cours. Là, il va falloir qu'on loge. Donc, nos 4 volets. Le volet du développement durable, donc les déchets, les vélos, de la végétation si possible. Et moi, j'y ajouterais autre chose, c'est que ça va être l'opportunité d'ajouter quelque chose de vachement important, le plaisir d'habiter. Et le plaisir d'habiter à plusieurs. Et ça, compte tenu de l'importance des réglementations qu'on nous superpose aujourd'hui et auxquelles chacun va devoir faire face, en raison de l'augmentation du coût des énergies, tout le monde est quand même au courant, le volet économie d'énergie, il est très important. Il va falloir faire face. Donc là, on revient à celui du développement durable, et là, en jumelant, en réunissant ces 2 cours, donc on s'offre la possibilité d'aménagement beaucoup plus ample, beaucoup plus simple, mais en concertation à 2. Oui. Donc ça complique un petit peu. Vous doublez les difficultés quand même. Oui et non. On double, oui, vous avez raison d'un côté parce qu'il faut l'accord des 2, mais on se simplifie la chose parce que peut-être que ces investissements vont pouvoir se partager. D'accord. Alors ça marche ? Ça marche. Une fois de plus, ça marche. Bon, là, c'est pas un aménagement, c'est plutôt un schéma. On voit qu'on peut faire un schéma, on peut avoir un pôle de traitement des déchets. On voit qu'on peut avoir
On a voulu garder là une semi-symétrie parce que pour voir si ça marchait, pour essayer de laisser la possibilité à chacun de rester quand même un petit peu chez soi avec 2 types d'aménagements. Peut-être qu'il n'y a pas les mêmes envies, peut-être que le programme... Bon, voilà. C'est pour montrer qu'effectivement, sur 250 mètres carrés, il est évident que... J'ai une question. Oui. C'est vous qui êtes allés les voir ou c'est eux qui vous ont consulté? Alors, comment fait-on si on a envie demain de rejoindre son voisin, la cour de son voisin, et d'avoir un espace partagé? D'abord, il faut qu'effectivement, il y ait une envie de partager qui fasse que les voisins se connaissent un petit peu. Et puis ensuite, ils vont passer par leur syndic. Les copropriétés étant gérées par des syndics, c'est au niveau des syndics que ça doit se décider. Et que c'est bon. Et après, il y a c'est le règlement de la copropriété ensuite. Hein. Peut-être qu'il faudra créer un second syndicat pour s'occuper juste de ces 2 cours. Mais je crois que d'abord, ça part d'une envie. Et quelque chose qu'on a remarqué dans notre étude sur autour de la place de la République, c'est que pratiquement dans chaque immeuble, il y a un ou des amoureux de la végétation. Il y en a toujours un. Bon, voilà, ça peut partir de là. Ça peut partir d'envie de travailler autrement, de plus d'ensoleillement, de partager. Et donc, pour revenir au coût, oui, c'est plus compliqué, mais c'est moins cher. Peut-être que c'est moins cher. Et peut-être qu'on se laisse. Et Haussmann s'adapte parfaitement, puisque, par exemple, on a dit qu'il y avait 2 loges de gardiens. Si 2 copropriétés veulent, par exemple, partager le coût, garder un gardien, ça coûte très cher, payer un gardien actuellement, ça coûte très cher à une copropriété. Si on partage ce coût à 2, là dans le cas présent, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on y arrive? Bon voilà, ce sont des idées aussi à y mettre. Et peut-être que ça permettra aussi de le loger un petit peu mieux, parce que c'est plus très. Là, on voit qu'elles sont très petites, mais ça pourrait presque faire un logement plus adapté à un gardien en permanence. Ça peut aussi se partager. Voilà. Oui, on peut passer à l'image suivante. Alors là, on a pris un îlot, un îlot triangulaire. C'est tout à fait celui beaucoup plus grand. Là, on a des dimensions supérieures. On a une vingtaine d'immeubles, pour le coup, à peu près, qui composent cet immeuble tout à fait typique. Hein. On peut le trouver autour des places dans Paris. On a vu qu'il y avait des places assez variées. Alors, celui-ci... Il a aussi la particularité d'avoir dans la partie la plus large un front bâti encore intermédiaire. Hein. On a ces 20 immeubles à peu près, il y en a une vingtaine à peu près qui composent le tour le premier front bâti qui donne sur rue. Et il y a au milieu, voilà, à peu près, oui, exactement, un autre front bâti. Donc on a 2 cours d'immeubles qui se découpent, une moyenne et une petite, une moyenne et une plus grande, pardon. Et là, une fois de plus, ça donne une autre ampleur, une autre aération à cet intérieur, à ce cœur d'îlot, un autre ensoleillement également, parce qu'enfin, le fait d'abattre les murs, puisque souvent, dans les îlots, les séparations de cours sont des murs d'abord assez hauts, plus ou moins hauts, ça dépend, mais souvent, quelquefois des constructions annexes qui ont été plus ou moins bien construites et qui embarrassent finalement le cœur d'îlot sans vraiment apporter de plus-value quelconque. Là, le fait de donc réunir cette fois autour d'une dizaine, on va dire, la dizaine d'immeubles pour la plus grande cour et les 7 ou 8 autres pour la plus petite, ça permet une fois de plus cette ampleur que nous avons évoquée déjà tout à l'heure, et donc des aménagements, de l'ensoleillement et du plaisir d'habiter, parce que c'est pas rien, ce plaisir qu'on pourrait peut-être partager. La première cour, elle avait la particularité de présenter à l'intérieur de l'îlot, c'est-à-dire que là, je suis dans le haut du triangle, il y a un immeuble qui est à R+1 et qui peut offrir, lui, une terrasse au premier étage, pourquoi pas accessible à tous, et ce qui permettrait de laisser tout le reste de la parcelle en aménagement de plaisir, de traitement des déchets bien aménagés, bien cachés, bien prévus. Et une fois de plus, les garages à vélo. Bon, et vous faites ça cours par cours, cours après cours, îlot après îlot? Un paysagiste. C'est au cas par cas
On peut le faire. C'est à chacun. Oui, ça peut se faire un petit peu partout, mais à chaque fois, c'est un projet de paysagiste. Hein, il faut se payer cet effort. Les services d'un paysagiste. C'est les services d'un paysagiste parce que. On l'a évoqué tout à l'heure, on va pouvoir planter des arbres, on va pouvoir trouver des essences qui peut-être nécessiteront le moins d'entretien possible, celles qui vont grimper, jusqu'à quelle hauteur va-t-on faire grimper, etc. Donc tout ça, ça nécessite de connaître la végétation, de ne pas planter n'importe quoi pour ne pas être déçu, ne pas perdre son investissement et que cette végétation se développe. Et puis qu'elle soit adaptée effectivement à l'ensoleillement, puisque là, on va se retrouver avec des plantes qui peuvent se retrouver nord, sud, est, ouest. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, merci de votre assiduité, merci d'être resté pendant ces 2 heures bien pleines, bien riches, et j'espère que vous avez un point de vue sur la vie haussmannienne.